Bonjour à tous, je suis Samuel Salama, le conférencier de gynécologie obstétrique et je suis ravi de vous retrouver pour cette conf de D4 de gynécologie obstétrique. Au sein de cette conférence, nous allons traiter des dossiers de gynéco et d'obstétrique avec une révision d'un certain nombre de connaissances, bien sûr, et aussi un petit peu de méthodologie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous avez mon mail en bas des sujets, saminterne@hotmail.com. C'est à votre disposition. J'y réponds à toutes vos questions en 48-72 heures. N'hésitez pas, je suis là pour ça. On commence tout de suite avec le dossier numéro 1. Madame A, c'est une patiente de 52 ans que vous suivez dans votre cabinet de médecine générale depuis de nombreuses années, ainsi que sa sœur, qui est actuellement en rémission d'un cancer du sein à 47 ans. Elle n'a pas d'antécédents particuliers, elle est mariée et a 2 filles de 20 et 17 ans. Vous la voyez après quelques semaines de vacances, elle se sent fatiguée. Elle se plaint de grossir à vue d'œil. En effet, ses pantalons la serrent. Elle a pris 6 kilos en 2 mois. Elle est un petit peu essoufflée. Ses cycles restent réguliers et un astéroïde Mirena posé il y a 2 ans. À l'examen, vous retrouvez un abdomen distendu, sensible à la palpation. Les aires ganglionnaires sont libres, le foie est normal, il n'y a pas de masse palpée. L'examen gynécologique retrouve une sensibilité dans le cul-de-sac de Douglas. Quel diagnostic évoquez-vous ? Bien sûr, devant l'augmentation rapide du périmètre abdominal, les jeans qui lacèrent, l'essoufflement de cette patiente et la prise de poids importante, inhabituelle en peu de temps, il faut suspecter une ascite. Quel examen complémentaire réalisez-vous en première intention ? L'examen à réaliser en première intention est bien sûr une échographie abdominopelvienne par voie suspubienne et par voie endovaginale. Cette échographie va permettre 1. De confirmer l'ascite et de la quantifier, 2. Une étude étiologique du foie, des ovaires et du péritoine pour retrouver une cause possible à cette ascite. Quels sont les critères d'imagerie qui, dans ce cas de figure, vont vous faire suspecter un cancer ? La taille, une taille importante, supérieure à 5 cm. Un épaississement des parois supérieur à 3 mm, des parois irrégulières, le caractère bilatéral de la teinte ovarienne, des cloisons épaisses, des végétations intra- et ou extrakystiques, une vascularisation importante de la paroi, des végétations et des cloisons, une ascite, des épanchements pleuraux, des métastases hépatiques. Tout ça va malheureusement orienter vers le caractère malin de cette masse ovarienne. Devant ces résultats inquiétants, Madame A s'est adressée à un centre anticancéreux et un bilan complémentaire est alors réalisé. Quel est ce bilan ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout cancer répond à la même démarche de stadification. Quels sont les 4 modes de dissémination d'un cancer ? Premièrement, c'est l'atteinte de l'organe, c'est ce qu'on va appeler le bilan local. C'est la tumeur qui grossit dans l'organe. Puis, c'est l'atteinte par voie lymphatique des ganglions, c'est le bilan régional. Et dans un troisième temps, c'est l'atteinte par voie sanguine, ce sont les métastases à distance. Il existe un 4e mode de diffusion du cancer, c'est la voie endocavitaire, c'est le cancer du côlon qui va métastaser plus loin dans le côlon, c'est le cancer du poumon qui va métastaser plus loin dans les bronches, c'est le cancer de l'ovaire qui va proliférer dans le péritoine. Avant de pouvoir proposer une prise en charge concernant un cancer, il est important de savoir si on est dans le cadre d'une maladie localisée, une maladie d'organes, ou si on est dans le cadre d'une maladie déjà généralisée, dans une maladie diffuse, ou auquel cas l'organe premier n'a pas ou peu d'importance et on est déjà dans un traitement palliatif pour traiter des multiples métastases. Il est important dans votre copie à l'internat de bien faire ressortir au correcteur que vous avez compris ces différentes stadifications d'évolution de la maladie et que dans votre bilan, vous faites bien un bilan de recherche étape par étape. Premièrement, le bilan local. Le meilleur examen pour évaluer les masses pelviennes, c'est l'IRM. Puis, le bilan régional. Pour évaluer les ganglions, le meilleur examen, c'est le scanner abdominopelvien, sans et avec injection de produits de contraste. Et pour le bilan à distance, la radio de thorax,
et l'écho-hépatique. Alors bien sûr, ça c'est pour bien faire comprendre au correcteur les 3 étapes. Vous pouvez, mais soyez précis et indiquez bien au correcteur l'intérêt de l'examen que vous prescrivez. Vous pouvez prescrire un scanner thoraco-abdominaux-pelvien qui va faire gagner du temps à la patiente et éviter de multiples interventions. Mais bien sûr, dans ce bilan, vous recherchez une extension régionale avec les ganglions pelviens et une extension à distance avec les métastases hépatiques et les métastases pulmonaires. En fonction de l'atteinte à l'IRM, on pourra demander un complément d'examen au niveau pelvien, une cystoscopie, une rectoscopie, bien sûr. Se pose alors la question de l'examen clinique sous AG, qui reste un grand point d'interrogation. C'est dans tous les bouquins, j'en ai vu relativement peu. C'est aujourd'hui sévère d'endormir une patiente juste pour l'examiner, parce qu'aujourd'hui, grâce à l'IRM, on a des informations très précises sur l'atteinte des organes de voisinage et sur l'atteinte des différentes structures pelviennes. Donc, aujourd'hui, rendormir quelqu'un juste pour l'examiner, ça ne se fait plus. Bien sûr, si elle doit être amenée à être endormie pour quelque autre situation, on se servira de ce point de départ pour pouvoir faire un examen un petit peu plus poussé. Les marqueurs tumoraux, très importants. Le CA125, qui est le meilleur marqueur au niveau du péritoine. Dans ce contexte-là, avec l'atteinte familiale de la sœur et le cancer du sein, une mammographie récente doit avoir été faite ou est à faire, et le frottis cervico-vaginal pour savoir s'il n'y a pas quelque chose de caché sur le col. Le bilan préopératoire, puisqu'on décide d'opérer cette patiente, est à réaliser. Je profite pour vous rappeler que le bilan préopératoire minimum de base, c'est NFS, TP, TCA fibrinogène, groupe Rhésus-Serraï, point barre. Maintenant, compte tenu de l'âge de la patiente, on pourra prescrire un ECG et éventuellement une écho cardiaque. On pourra prescrire une radio de thorax et des épreuves fonctionnelles respiratoires. Cependant, quand on a déjà fait la radio de thorax dans le cadre du bilan, ce n'est pas la peine de la represcrire. Et avec l'acide de la patiente, un ionogramme et une fonction rénale ne sont pas déplacés. Mais je vous rappelle que le bilan préopératoire de base, c'est simple, NFS, TP-TCA fibrinogène, groupe Rhésus-Serraï, point barre. Après ce bilan, et une réunion de concertation pluridisciplinaire, il est proposé à Madame Haas une chirurgie pleumière. Quels sont les objectifs de la chirurgie du cancer de l'ovaire? Quels sont les principaux temps opératoires? L'objectif de la chirurgie du cancer de l'ovaire est quadruple. Premièrement, il va falloir poser le diagnostic. Je vous rappelle que jusqu'à présent, vous n'avez toujours pas de preuve histologique du caractère malin de la masse, et on a vu des masses très suspectes à l'échographie et à l'IRM, en fait, être des torsions vieillies, des vieux endométriomes ou des tératomes, mais qui n'étaient pas des cancers. Le deuxième temps, ça va être d'évaluer le pronostic et de réaliser la stadification péropératoire de ce cancer, puisque malgré tout, les examens complémentaires restent insuffisants pour évaluer le bilan de résécabilité. La thérapeutique, on va vidanger l'acide et puis on va essayer de resséquer l'ensemble de la carcinose pelvienne, abdominopelvienne. L'objectif aujourd'hui du cancer, de la prise en charge chirurgicale du cancer de l'ovaire, c'est objectif 0 résidu. Oubliez ce qui a marqué dans vos bouquins avec réduction tumorale maximale, c'est fini. Aujourd'hui, c'est 0 résidu. Et puis, l'évacuation d'acide va bien sûr soulager la patiente. Pas de ponction d'acide, d'accord? Traitement chirurgical d'emblée. Quelle est la voie d'abord préférentielle pour cette prise en charge? C'est la célioscopie. Pourquoi la célioscopie? Ce qu'il faut comprendre dans la prise en charge, c'est que en fonction du diagnostic, on va ou pas faire la laparoconversion pour faire toute la chirurgie. Premier temps, vidange de l'acide et cytologie péritonéale première. Puis, exploration de l'ensemble de la cavité, bilan de résécabilité. On va faire l'annexectomie du côté de la tumeur. Cette annexectomie est réalisée dans un sac. On extrait la pièce par un des trocars de célioscopie et on l'envoie pour un examen extemporané.
Pendant ce temps-là, on continue à explorer l'ensemble du pelvis et de l'abdomen. Soit l'examen extemporané donne un autre diagnostic qui n'est pas un cancer. C'est fini, on arrête et on en reste là. D'accord ? On ferme les orifices de trocar et c'est fini. La patiente n'a pas un cancer, on a enlevé son kyste, on a enlevé son annexe, c'est réglé. Soit l'anapathe conclut à un cancer et donc va se poser la question. Soit l'exploration de l'ensemble de l'abdomen dit que oui, on peut tout enlever. Toutes les lésions sont résécables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosses métastases, de gros nodules sur le hile hépatique, qu'il n'y a pas de gros nodules sur les vaisseaux mésentériques, qu'il n'y a pas une carcinose diffuse à l'ensemble de l'abdomen. Dans ces cas-là, oui, il faut faire une laparoconversion. On va donc ouvrir xyphopubienne et puis enlever tout ce qui est enlevable. On va enlever l'annexe contralatérale, on va enlever l'utérus, hystérectomie totale, on va enlever toutes les lésions qui sont macroscopiquement visibles, on va faire des biopsies multiples sur l'ensemble du péritoine, on va réaliser une omentectomie infragastrique et une appendicectomie, et les curages. Les curages pelviens, ilio-obturateur et lombo-aortique. Éventuellement, on pourra discuter la mise en place d'une chambre implantable, d'un PAC, puisque dans ces cas-là, la patiente aura une chimiothérapie. Et c'est là où on a rendu service au mieux à la patiente. Dans le deuxième cas, et c'est celui-là qui justifie la célioscopie, c'est si l'anapathe confirme un cancer, mais que malheureusement, on ne peut pas tout enlever. Dans ces cas-là, il ne faut pas faire la laparoconversion. Il faut faire les biopsies multiples, fermer la célioscopie, mettre en place la chambre implantable et adresser la patiente à une chimiothérapie qu'elle pourra avoir très rapidement. En l'espace de quelques jours, une semaine, elle se remettra rapidement de sa célioscopie, tandis que si elle a eu la laparoconversion et que tout n'a pas été retiré, eh ben elle se remettra en 4-5 semaines de sa chirurgie et c'est du temps perdu parce que le bénéfice chez ces patientes, c'est la chimiothérapie. Après 4 ou 5 cycles de la chimiothérapie, on pourra envisager un deuxième temps chirurgical pour voir si dans ces cas-là, tout est résécable. Très bien, la chirurgie est satisfaisante et les suites opératoires sont simples. Voici la conclusion du compte-rendu d'anapathe. Adénocarcinome séreux avec atteinte unilatérale de l'ovaire droit, ascite positive et plusieurs nodules de 1 cm sur le péritoine, curage ganglionnaire négatif. Dans ces cas-là, doit-on proposer un traitement complémentaire à la patiente? Si oui, lequel? Ben oui, bien sûr. Le cancer de l'ovaire, on a chirurgicalement retiré tout ce qui était macroscopiquement visible. Il est fort à parier qu'il restait des éléments positifs microscopiques. Et donc, tout cancer de l'ovaire doit passer par la case chimiothérapie. Une chimiothérapie adjuvante à base de Taxol et de sel de platine pour au moins 6 cures. Quelle autre mesure peut-on mettre en place? Eh bien là, c'est tous les mots-clés en cancérologie. Des mots-clés qui sont utiles, que vous pourrez utiliser dans tous les dossiers. On a déjà parlé de la réunion de concertation pluridisciplinaire, la prise en charge de la douleur, avec des antalgiques adaptés à la douleur de la patiente selon les paliers OMS, et éventuellement une consultation spécialisée dans la douleur, la prise en charge des complications de la chimiothérapie, avec initialement la mise en place de la chambre implantable, et l'achat d'une prothèse capillaire, la mise en place de protocoles antiémétiques, la prise en charge du risque thromboembolique, la prise en charge à 100%, exonération du ticket modérateur, la psychothérapie de soutien, le soutien à la famille, et puis la mise en contact éventuellement avec des associations de malades. L'inclusion dans des protocoles de recherche, la surveillance régulière et rapprochée de la patiente, le maintien à domicile, l'aide, le reclassement professionnel et la consultation d'oncogénétique. N'oubliez pas cette patiente, sa sœur a eu un cancer du sein, elle a un cancer de l'ovaire, elle a des filles. Ça va être important de voir un petit peu plus loin s'il n'y a pas une mutation dans la famille qu'on va pouvoir dépister et puis proposer éventuellement des prises en charge aux personnes indemnes. N'oubliez pas aussi la surveillance de dans la surveillance de cette patiente,
la mammographie, voire même l'IRM mammaire. C'est une patiente qui a très haut risque de faire un deuxième cancer au niveau du sein. Après quelques semaines, Madame Haas revient, elle a une fièvre à 38,6, une douleur lombaire du côté gauche, une bandette positive avec des nitrites à 3 croix positifs. Le PAC semble propre. Dans ce contexte, que doit-on redouter particulièrement? Quels examens complémentaires sont à demander? Donc bien sûr, douleur lombaire, ECBU positif, fièvre. On est dans le cadre d'une pyélonéphrite aiguë gauche, probablement infectieuse, avec possiblement une agranulocytose post-chimiothérapie. Le bilan, bien sûr, il va falloir confirmer l'infection urinaire, le CBU et les hémocultures, voir l'intensité du syndrome infectieux avec la NFS et la CRP. La NFS va permettre de confirmer également l'éventuelle agranulocytose. Et puis, le ionogramme urée-créate va permettre de voir s'il y a un retentissement sur la fonction rénale. Et une échographie rénale est à prévoir pour voir s'il y a un abcès ou une complication au niveau du rein. Quelle est votre prise en charge? Relativement simple. C'est une patiente fragile, donc il va falloir l'hospitaliser. Elle se repose. L'antibiothérapie. Il est important aujourd'hui de justifier ces antibiothérapies. Donc, on va proposer à cette patiente une antibiothérapie double, bactéricide, synergique, à bonne diffusion urinaire, probabiliste, dirigée contre l'Escherichia coli, secondairement adaptée aux germes et à l'antibiogramme, en l'absence d'allergie et de contre-indication, pour une durée minimale de 15 jours. Cette antibiothérapie repose sur une céphalosporine de 3e génération, par exemple claforan, et un aminoside de la gentamicine, gentaline. Il est important d'être rapidement et puissamment efficace, et bien sûr, en fonction de la résistance ou de la découverte d'un autre germe, de changer l'antibiothérapie. Cette patiente consulte, elle a de la fièvre et elle dit « Aïe, j'ai mal au dos ». Donc impérativement, dans votre cadre de traitement, doit apparaître des antalgiques. Paracétamol, perfalgan, première intention. S'il y a effectivement une agranulocytose, la discussion de facteurs de croissance peut se poser. Et puis, si la patiente est vraiment pas bien et que on peut discuter à repousser la prochaine cure de chimiothérapie. Surveillance de la tolérance et de l'efficacité du traitement par des mesures cliniques et paracliniques. Bien sûr, tout dossier doit finir par cette phrase. Compte tenu de l'antécédent de la sœur, que proposez-vous à Madame Haas? Compte tenu de l'antécédent chez sa sœur, bien sûr, cette patiente est à haut risque de faire un cancer du sein. Donc, il va falloir faire des mammographies et éventuellement une IRM mammaire. La consultation d'oncogénétique est importante dans cette famille qui a haut risque d'être porteuse d'une mutation du gène BRCA1 et éventuellement du gène BRCA2. Et dans ce contexte-là, si la patiente est mutée et qu'on fait un dépistage chez les filles et qu'elles sont porteuses, ça veut dire qu'elles ont un index de prédisposition personnelle élevé de faire une pathologie soit ovarienne, soit sur le sein. On pourra leur proposer soit l'inclusion dans un fichier femme à risque, soit une mastectomie prophylactique. La patiente est très anxieuse, elle a vu sa tante avoir un cancer du sein en chimiothérapie, elle passe ses journées à s'auto-examiner, ça altère vraiment sa qualité de vie au niveau psychologique, ça lui génère un énorme stress. On pourra discuter donc l'ablation des deux seins et la reconstruction mammaire immédiate. Et chez ces patientes, une fois qu'elles ont réalisé leur projet familial, qu'elles ont eu leurs enfants, on peut discuter à réaliser une mastectomie prophylactique parce que vous savez que quand on dépiste le cancer de l'ovaire par échographie, on est déjà à des stades avancés. Pour conclure cette conférence sur le cancer de l'ovaire, nous avons vu de manière détaillée le bilan du cancer de l'ovaire qui va ressembler au bilan de toute masse pelvienne, que ce soit le cancer du col ou le cancer de l'endomètre. C'est un bilan qui doit être complet, clinique et paraclinique, avec le bilan d'extension. Bilan d'extension local, la masse dans l'organe. Le meilleur examen, c'est l'échographie et surtout l'IRM. Le bilan d'extension régional, l'atteinte ganglionnaire, le meilleur examen, c'est le scanner abdominopelvien. Et le bilan d'extension à distance,
avec principalement l'étude pulmonaire et hépatique, soit la radiothorax et l'écho hépatique, soit alors le scanner thoraco-abdominopelvien, mais justifiez bien pourquoi vous faites ces examens. Quand on parle de cancer, n'oubliez pas les marqueurs éventuellement, le bilan préopératoire et la prise en charge. La classification, malheureusement, les classifications sont à connaître. J'ai repris les annales depuis 1995, ça tombe. D'accord? Donc oui, les classifications sont à connaître. Revoyez-les surtout la veille, la période juste avant pour faire un bon coup de bachotage. Les apprendre tout de suite, c'est peut-être un petit peu tôt, mais il faudra les connaître pour être prêt à les recracher le jour J et à pouvoir gratter des points. Concernant la prise en charge du cancer de l'ovaire moderne, donc c'est la célioscopie pour confirmer le diagnostic, pour faire l'examen extemporané, pour faire le bilan de résécabilité. La laparotomie ne surviendra que si on a confirmé que c'est un cancer et que tout est résécable. La chimiothérapie est une phase capitale dans le cancer de l'ovaire. N'oubliez pas la surveillance de ces patientes et le dépistage génétique s'il y a des facteurs de risque familiaux particuliers. Les items abordés sont aujourd'hui l'item 153, tumeurs de l'ovaire, 41, traitement des cancers, 81, fièvre aiguë chez un malade immunodéprimé, 93, infection urinaire de l'enfant et de l'adulte avec une leucocyturie. Je vous remercie.